Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va parler profilage physiologique MOXIE. On va parler de la théorie, des différents protocoles ainsi que des applications pratiques. Allez, c'est parti. Pour commencer, le profilage physiologique, c'est quoi? C'est un type de test qui est effectué avec le MOXIE Monitor qui permet, à l'aide de mesures physiologiques directes, de, dans un premier temps, déterminer le ou les facteurs qui limitent la performance d'un athlète et ensuite d'optimiser ses entraînements afin de pouvoir améliorer ses performances sportives. Pourquoi parler de mesures physiologiques directes et pas simplement de tests de performance qu'on connaît tous comme le test de VO2 max, un test de puissance critique pour un cycliste, un 2000 mètres ergo pour un rameur. Ces tests de performance, ils ont leur utilité bien sûr, ils nous permettent de voir ce dont l'athlète est capable à ce moment-là, mais ils ne nous disent pas nécessairement pourquoi ces efforts ont été possibles ou qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ses performances. C'est là où interviennent les mesures physiologiques directes qui nous permettent de voir ce qui se passe sous le capot et qui nous permettent de voir comment l'athlète fonctionne au niveau physiologique pour produire ces différents efforts. Je parlais sur le slide précédent des facteurs limitants ou des systèmes qui limitent la performance sportive. Et donc, avec ces mesures physiologiques directes, on peut évaluer le fonctionnement et l'interaction entre les systèmes respiratoires, cardiovasculaires et musculaires. Quelques exemples de mesures physiologiques directes. La première, c'est avec le MOXIE qui nous permet de voir la saturation musculaire en oxygène ainsi que le volume sanguin. On a ici un spiromètre qui nous permet de voir la capacité pulmonaire de l'athlète. On a un oxymètre de pouls qui mesure la saturation périphérique en oxygène. On a un cardiofréquencemètre que l'on connaît tous et pour les plus chanceux, on a peut-être accès aussi à une unité de VO2 portable qui nous permet de voir pendant un de ces tests de profilage les données ventilatoires de l'athlète. On parle de fréquence respiratoire, on parle de volume courant qui nous donnent des informations précises sur le système respiratoire en lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil de travail, le MOXIE Monitor, je vais en parler un petit peu ici. Donc, c'est un outil de mesure non invasif qui se place sur la peau et qui permet de mesurer en temps réel, pendant l'effort, la saturation d'oxygène dans le muscle ainsi que le flux sanguin qui passe sous le capteur. Et donc, jusqu'à récemment, cette technologie elle était réservée aux différents labos de tests et de recherche, mais on peut maintenant y avoir accès partout pour voir ce qui se passe au niveau physiologique pendant différents tests, mais aussi durant l'activité sportive en elle-même. Si on parle de placement du moniteur, on peut le mettre sur un muscle locomoteur ou sur un muscle impliqué dans l'activité, ce qui nous donnera des informations au niveau local. Si on le met sur un muscle non impliqué, par exemple sur une épaule pendant un test à vélo, on va avoir une donnée de ce qui se passe au niveau systémique. On peut également le placer sur les intercostaux pour avoir des données sur ce qui se passe au niveau respiratoire de manière spécifique. Après, c'est clair que plus on a de MOXIE, plus on va avoir d'informations sur ce qui se passe dans le corps en temps réel. Ces informations sont précieuses vu qu'on connaît maintenant l'importance que joue l'oxygène dans la performance de manière générale. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous recommande d'aller voir ma présentation sur les filières énergétiques ou sur le modèle, la mise à jour du modèle des filières énergétiques et de leur application dans le sport et de leur lien donc avec l'oxygène. Pour les autres utilisations, sans aller trop en détail, le MOXIE, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent, qui peut être utilisé pour des tests, comme je le présente ici, mais qui peut également être utilisé pendant l'entraînement, pour de l'autorégulation, par exemple, que ce soit en force, que ce soit à des intervalles, que ce soit même en hypertrophie. C'est un outil qui peut être utilisé en réathlétisation, qui peut même avoir sa place en termes de correction au niveau technique sur certains mouvements. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à aller creuser un petit peu. C'est un outil qui est très très intéressant et qui se démocratise de plus en plus. On en revient maintenant à l'idée facteurs limitants et compensateurs. C'est une idée qui nous vient de Jürg Feldman à l'origine. Et donc on sait que dans les sports à tendance énergétique, que ce soit les sports d'endurance, le crossfit, les sports collectifs intermittents, la performance, elle va être influencée en grande partie par la capacité de l'athlète à absorber, distribuer et utiliser l'oxygène au travers des trois systèmes physiologiques que sont le système respiratoire, cardiovasculaire et le système musculaire, qu'on peut appeler aussi le système métabolique. On sait que le système respiratoire a deux fonctions principales, celle d'absorber l'oxygène de l'environnement ainsi que celle d'extraire le CO2 de l'organisme. On a un système cardiovasculaire qui est chargé de transporter le sang oxygéné depuis les poumons jusqu'aux muscles et aux organes. On a le système musculaire ou métabolique qui extrait finalement l'oxygène des capillaires sanguins pour alimenter la respiration cellulaire et recycler l'ATP dont on a besoin pour effectuer et répéter les contractions musculaires. Quand on parle de système limitant, on veut dire celui qui fatigue en premier, ce qui va donc forcer les autres systèmes, les compensateurs dans ce modèle-là, à assumer une charge de travail plus importante afin de poursuivre l'effort. Si on peut donc déterminer au travers de ce profilage physiologique
lequel ou lesquels des systèmes demandent à être améliorés. On va pouvoir l'entraîner de manière ciblée et donc améliorer les performances de l'athlète. Avant d'aller plus loin, il est important de noter que deux athlètes avec des performances sportives identiques peuvent présenter des profils physiologiques très différents qui nécessitent ainsi des protocoles d'entraînement individualisés. Par exemple, un athlète limité par sa capacité à utiliser l'oxygène disponible au niveau local, on parle ici d'une limitation musculaire, il bénéficiera plutôt d'intervalles de haute intensité, de travail de renforcement musculaire, alors qu'un athlète qui est limité par son système cardiaque bénéficiera lui d'entraînements qui seront spécifiques à cette limitation-là. Pour parler maintenant du protocole de profilage physiologique, la première chose à évaluer, ça va être l'historique d'entraînement de l'athlète. On parle donc d'un questionnaire qui peut être rempli avant le jour du test pour voir ce qui a été effectué, ce qui a peut-être pas été effectué pendant ces 3 derniers mois, ce qui va permettre ensuite d'être un petit peu plus précis avec les recommandations qu'on va pouvoir apporter après le test. Avant d'effectuer le test en lui-même, on va effectuer un petit test de spirométrie pour déterminer la capacité pulmonaire de l'athlète, pour voir s'il y a des limitations au niveau de la structure de son système respiratoire. On a ensuite un test intermittent qui est présenté ici, un test qui a été appelé le 5-1-5, dû à sa structure en intervalle avec des temps de travail de 5 minutes entrecoupés d'intervalles de repos d'1 minute. Ici, on a un protocole qui est légèrement modifié avec des intervalles de travail de 4 minutes. On voit que tous les 2 intervalles, on va monter d'un palier en termes d'intensité ou en termes de charge. Et le palier numéro 5, numéro 6 sont un petit peu plus courts. On va en général planifier et calibrer le test pour que l'échec survienne autour du 5e palier. Pour ceux qui sont intéressés à comprendre comment calibrer le test et comment l'effectuer, je vous invite à aller lire l'article qui est mis en lien dans la description. Pendant le test, on va mesurer un maximum de choses, notamment à l'aide du Moxy et à l'aide des autres outils présentés précédemment. Et les intervalles de repos d'1 minute sont extrêmement importants pendant ce test, étant donné que c'est ceux-là qui vont nous permettre d'analyser les différentes tendances entre notamment le SMO2, le THB, la fréquence cardiaque, le SPO2 et d'autres valeurs également, pour ensuite conclure de quels systèmes physiologiques sont les systèmes limitants pendant l'effort. Ce test peut être effectué sur un vélo, un assault bike, un rameur, un ski ou même en course à pied. Le but sera toujours d'utiliser la modalité qui se rapproche le plus des besoins du sport de l'athlète concerné. Comme je l'ai dit plus tôt, le but sera toujours d'optimiser les entraînements et d'améliorer les performances sportives de l'athlète. Dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir faire grâce à ce test et les informations collectées, ça va être déterminer des zones d'entraînement ou des zones de travail spécifiques à cet athlète. On connaît tous les zones d'entraînement 1 à 5 qui sont couramment utilisées dans les sports d'endurance. Ces zones qui sont en général établies sur la base d'un pourcentage de fréquence cardiaque max. Mais je pense que c'est important de mettre en avant le fait que chaque personne a un profil qui est différent. Je prends l'exemple ici de 2 athlètes que j'ai testés récemment et qui ont chacun un profil qui est assez différent l'un de l'autre en termes de où se trouvent ces différentes zones de travail. Zones qui ici ne sont plus basées sur des pourcentages de fréquence cardiaque max, mais qui sont vraiment basées sur la physiologie de l'athlète pendant le test. Ce test nous permet donc d'aller un petit peu plus loin dans l'individualisation de l'entraînement pour les athlètes concernés. On va aussi ensuite pouvoir bien sûr recommander des séances spécifiques, notamment spécifiques à la limitation qui a été décelée pendant le test. On va pouvoir ajuster certains entraînements qui sont déjà effectués pour potentiellement orienter le travail vers les facteurs limitants de cet athlète. Et on va aussi pouvoir aborder un sujet qui est encore méconnu ou pas connu du tout, qui sont les entraînements d'ordre respiratoire, donc le système respiratoire qui a été négligé pendant très très longtemps, mais qui présente un potentiel d'amélioration qui est conséquent et qui ne devrait pas être ignoré. Ensuite, je vais vous montrer le rapport de profilage que je fournis à tous les athlètes que je teste. Donc, on a d'abord sur la première page un aperçu de tous les paramètres qu'on a mesurés pendant le test et des différentes normes qu'on souhaite retrouver de manière générale, ainsi que les résultats qui ont été présentés pendant le test, et ça sur les systèmes respiratoires, cardiaques et métaboliques. On va pouvoir ensuite donner une petite note par rapport à ces différents paramètres, ce qui va nous permettre de cibler et de déterminer lequel des 3 systèmes demande le plus d'attention à ce moment-là. Sur la deuxième page, on a le graphique des différentes données collectées, notamment à l'aide du Moxy et ici du cardiofréquence-mètre. L'interaction entre ces valeurs, comme je le disais avant, nous permet de tirer certaines conclusions. On voit ici notamment les différentes zones de travail selon les tendances des différentes courbes. On a aussi un petit résumé du test et de ce qui a pu être observé de manière générale. Et finalement, sur la troisième page, on a les zones d'entraînement individuelles qui sont ici données en termes de fréquence cardiaque. Et finalement, les recommandations d'entraînement, ici, elles sont d'ordre respiratoire pour cet athlète qui est
très bien développé de manière générale et qui requiert du travail spécifique sur sa respiration, le suivi des progrès qui peut être effectué de manière autonome sur un petit test intermittent en mesurant la fréquence cardiaque et en la comparant aux données de fréquence cardiaque collectées pendant le test initial, ainsi qu'une recommandation pour le retest qui est en général 8 à 12 semaines après le premier test et 12 à 16 semaines après les tests suivants. Pour ceux qui sont intéressés à aller un petit peu plus loin dans ce courant de pensée, on a d'autres protocoles qui sont à notre disposition. Ici, 2 exemples. Le premier de répétition de sprint, qui peut être intéressant pour les athlètes de sport intermittent pour voir comment on récupère entre des efforts de haute intensité. On a sur le deuxième graphique un exemple de profilage au niveau force qui peut être effectué notamment pour des athlètes en CrossFit pour évaluer les différents progrès au cours du temps et pour déterminer les différents seuils d'occlusion. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus, allez lire le blog sur le site de Moxy Monitor écrit par Philip Patterson. Beaucoup de bonnes informations à retirer de ces ressources-là. Avec tout ça, c'est important aussi de parler des différentes limitations et des considérations à avoir quand on parle de profilage physiologique. La première étant que les limitations qui ont été décelées pendant ces tests vont être propres à la modalité utilisée. Ce que je veux dire, c'est qu'un test qui a été effectué sur un vélo va nous dire ce qui limite cet athlète sur le vélo. On ne peut pas dire, voilà, tu as une limitation respiratoire sur le vélo, donc tu as une limitation respiratoire en course à pied, en natation, en rameur, etc., etc. Il faut être spécifique à ce niveau-là. C'est pour ça que, par exemple, c'est intéressant pour un triathlète d'effectuer au moins 2 tests différents, un en course à pied, un en vélo, étant donné que les facteurs qui limitent ces 2 performances vont souvent être différentes. Donc, il faut rester spécifique par rapport à ça. On sait aussi que les limitations vont changer au fil du temps. Si l'entraînement est bien fait, l'idée, c'est qu'on va remonter le seuil de performance d'un système qui était à ce moment-là relatif aux autres, un facteur limitant, mais qui ne le sera peut-être plus à l'avenir. Et donc, de refaire des tests à intervalles réguliers pour quantifier les progrès, pour recalibrer les zones d'entraînement et pour déceler les nouvelles limitations qui sont peut-être apparues à la suite d'un bon protocole d'entraînement. C'est quelque chose d'important à considérer. On sait aussi, en ce qui concerne le test en lui-même, que l'environnement, le jour du test, ainsi que l'état de préparation de l'athlète, le jour du test, ont une influence sur les résultats. On pense notamment à la température qui peut avoir une influence conséquente sur la fréquence cardiaque. On peut parler également de transfert de ces progrès vers l'activité sportive en question. Et là, c'est important de considérer le fait que plus l'activité a une composante technique, tactique ou technico-tactique, moins la VO2 max en elle-même va avoir une influence sur les résultats. On prend l'exemple du ski de fond, sport dans lequel les performances sportives sont hautement corrélées à la VO2 max de l'athlète, alors que si on prend l'exemple du biathlon, qui est simplement du ski de fond avec du tir à la carabine, les résultats ne sont plus fortement corrélés à la VO2 max étant donné qu'on a une composante extrêmement technique avec le tir au fusil dans un état de fatigue. Et donc, c'est quelque chose d'important à considérer par rapport à ces différents profilages physiologiques. Et finalement, je veux mentionner le fait que je ne pense pas que ces différents outils de mesure ou que ces tests nous donnent toujours de meilleures réponses. Par contre, je pense que ces outils et ces tests peuvent nous permettre de poser de meilleures questions, ce qui nous forcera très souvent à peut-être aller creuser un petit peu plus loin, chercher un petit peu plus que ce qu'on a fait dans le passé pour continuer à apprendre, pour potentiellement mieux comprendre et ensuite informer nos différentes décisions au niveau du coaching, au niveau de la planification pour, et ça reste le point central de tout ça, améliorer les performances de nos athlètes. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus sur cette façon de voir les choses, je vous recommande tout ce que vous pourrez trouver de la part de ces différentes personnes. Ces différents coachs et intervenants m'ont tous appris énormément sur le sujet. J'ai eu la chance de recevoir la majorité d'entre eux sur mon podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes-là et cherchez également leur nom sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube. Trouvez ce que vous pouvez de la part de toutes ces personnes, allez chercher des informations autre part, trouvez plusieurs sources différentes pour tirer vos propres conclusions. C'est ce que j'encourage tous les coachs à faire. Merci d'avoir regardé cette présentation jusqu'à la fin. Pour ceux d'entre vous qui ont apprécié le contenu, j'attends avec impatience votre commentaire sur ce que vous avez retenu de la présentation. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires également. Je vous invite finalement à aimer, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!